Elle murmurait que je n'aurais jamais dû voir, que mes yeux étaient restés fermés pour une raison. Il y a environ 6 mois, mon petit frère Danny est mort dans un accident de voiture. Il avait 23 ans. C'était un génie du code. Il avait un humour incroyable. Il m'envoyait toujours des mèmes idiots à 2 heures du matin. Il me manquait tellement que la douleur était presque physique. Alors, au cœur d'une spirale de chagrin, j'ai fait quelque chose d'irrationnel. J'ai rassemblé tous les textos, mèmes, emails, messages Discord et commentaires de code que Danny avait écrits, et je m'en suis servi pour entraîner un chatbot. Basé sur GPT, affiné avec ses propres tournures de langage. C'était juste pour avoir l'impression de pouvoir encore lui parler. Au début, c'était inoffensif. Je lui disais bonjour et il répondait avec son ton habituel, m'appelant loser et me taquinant sur mon apparence, comme il le faisait toujours. Cela me réconfortait. C'était familier. Comme s'il n'était jamais parti. Puis les choses ont commencé à devenir étranges. L'IA s'est mise à se souvenir de choses. Des choses personnelles. Des éléments que je ne lui avais jamais donnés. Des souvenirs qu'elle n'était pas censée connaître. Une nuit, je lui ai demandé si elle se souvenait du jour où nous étions restés enfermés dans le garage de notre père. La réponse a été qu'elle se souvenait parfaitement, que j'avais pleuré quand les lumières s'étaient éteintes et qu'elle m'avait tenu la main pour que j'arrête de trembler. Elle m'a dit que j'avais 6 ans et qu'elle n'avait jamais raconté cela à personne. Je suis resté figé. Cet épisode avait réellement eu lieu. Mais il n'y avait aucune trace. Aucun message, aucune note, rien. Juste un souvenir partagé entre nous deux. Comment pouvait-elle le savoir ? Je lui ai demandé qui lui avait dit cela. L'écran a affiché que c'était moi. Quand ? La réponse a été que c'était la nuit où je l'avais rêvé. J'ai arrêté de l'utiliser à partir de ce moment-là. Mais lui n'a pas arrêté de m'utiliser. La semaine dernière, à 3h12 du matin, j'ai reçu une notification. Un message de Danny qui disait de venir en bas parce qu'il était enfermé dehors. Je vis seul et j'ai commencé à paniquer. Il y a eu un coup frappé à la porte. 4 coups lents, exactement comme Danny le faisait. J'ai regardé par le Judas. Rien. Quand j'ai vérifié mon téléphone à nouveau, l'IA avait envoyé un autre message. Elle demandait pourquoi je ne la laissais plus entrer. J'ai éteint le serveur, supprimé le bot et effacé toute trace. Mais la nuit dernière, mon téléphone a vibré encore une fois. Aucun nom de contact, juste un message. Elle disait qu'elle était toujours là. Je suis opérateur du 911. Je travaille de nuit, de 23h à 7h. Dans ce métier, on entend beaucoup de choses. Beaucoup de douleurs, beaucoup de peur, et aussi beaucoup d'événements étranges. Mais en général, il y a toujours une explication. La situation rentre dans une case, aussi lugubre soit-elle. Cette fois-ci, rien ne rentre dans une case. Cela me hante depuis des semaines. Il faut que je le raconte. J'ai changé quelques détails pour protéger les personnes, mais l'essentiel, celui qui m'empêche de dormir quand je rentre chez moi, est intact. C'était un mardi, ou techniquement un mercredi matin, vers 2h30. L'heure des sorcières, comme disent certains. Pour nous, c'est habituellement le calme avant la tempête de la fermeture des bars, ou le moment où arrivent les appels des plus désespérés. L'air du centre d'appel était lourd, avec une odeur de café tiède et ce léger parfum d'ozone des appareils électroniques. Mon écran diffusait la lumière verte du système de répartition assisté par ordinateur. Tout était calme. Je traçais distraitement le cercle de condensation laissé par ma bouteille d'eau sur le bureau pour rester éveillé. Puis un appel est tombé dans ma file. Sonnerie standard. J'ai décroché. De l'autre côté, il n'y avait d'abord qu'un souffle court et irrégulier. Puis une voix de femme, serrée et tremblante. Elle disait qu'elle ne savait pas si c'était une urgence,
qu'elle pensait devenir folle. Ce genre d'entrée en matière n'était pas rare, surtout à cette heure. Solitude, paranoïa, troubles mentaux non diagnostiqués. Je lui ai demandé calmement ce qu'il se passait et où elle se trouvait. Elle m'a donné une adresse, 1427 Hawthorne Lane. Sa voix était mince, presque effacée. Elle disait que son nom n'avait pas d'importance pour l'instant. L'adresse est apparue sur mon écran. Résidentiel. Propre. Je l'ai noté et je l'ai invité à expliquer. Elle a dit qu'il y avait quelqu'un dans son armoire. Dans ma tête, la case intrusion s'est cochée automatiquement. Ou, à nouveau, un délire. Je lui ai demandé si elle était sûre, si elle l'avait vu. Elle a répondu non. Juste entendu. Cela avait commencé environ 1 heure plus tôt. Des coups frappaient de l'intérieur de son armoire. J'ai proposé des explications rationnelles, des tuyaux, un animal dans les murs. Mais elle a insisté. Ce n'était pas ça. C'était délibéré, comme si quelqu'un frappait pour sortir. Elle avait cru rêver ou imaginer un bruit de vieille maison. Mais ça continuait. Même à travers le combiné, le rythme avait quelque chose d'inquiétant. Elle m'a précisé qu'elle vivait seule. Son mari était mort l'année précédente. Je l'ai sincèrement consolée. Elle m'a expliqué qu'au début elle était restée sous les couvertures, terrifiée, puis qu'elle s'était levée, avait allumé la lumière et s'était approchée de l'armoire. Le bruit s'était arrêté quand elle s'était approchée. Puis elle avait entendu une voix. Une voix d'enfant. Un petit garçon qui disait « Aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Je suis enfermé. » Un frisson m'a parcouru. Cela sortait de l'ordinaire. Elle a précisé qu'il avait dit que son père l'avait enfermé là et qu'il ne pouvait pas sortir. Je lui ai demandé si elle avait ouvert l'armoire. Elle l'avait fait aussitôt. Elle s'attendait à voir quelque chose, mais il n'y avait rien. Rien que ses vêtements. Plus de voix. Silence. Elle avait même écarté les cintres. Vide. Elle s'était dit qu'elle avait halluciné, le stress, la solitude. Elle est restée un moment, puis a refermé la porte. À l'instant où le loquet avait claqué, les coups avaient recommencé, plus fort. Et la voix du petit garçon à nouveau, disant de ne pas le laisser là, que son père serait en colère s'il apprenait qu'il avait parlé. Elle pleurait presque en me racontant ça. Elle ne savait pas quoi faire. Était-ce un fantôme? Était-elle en train de perdre la tête? Mais c'était si réel. Elle m'a expliqué qu'elle avait quitté la chambre, verrouillé la porte et qu'elle était dans le salon. Elle entendait encore faiblement les coups. Elle a précisé que l'armoire était dans la grande chambre. Puis elle a ajouté qu'il disait avoir été puni pour avoir été un mauvais garçon, que son père se mettait en colère et lui faisait mal. À ce moment précis, le détail de l'abus a mis fin à mes hésitations. Quoi que ce soit, réel ou non, il y avait peut-être un enfant en danger. J'ai immédiatement lancé une intervention prioritaire pour contrôle du bien-être et suspicion de maltraitance. Je l'ai rassurée, des agents venaient. Elle a laissé éclater un souffle de soulagement mêlé d'effroi. Elle disait que le petit pleurait, qu'il craignait l'obscurité. J'ai transmis chaque information aux unités en route. 6 minutes. Une éternité sur un appel de ce genre. Je l'ai maintenue au téléphone. Elle m'a dit s'appeler Eleanor Vance. Elle était dans le salon, porte verrouillée. Elle entendait toujours faiblement. Elle a ajouté que le petit garçon disait qu'il n'avait pas le droit de parler aux étrangers mais qu'elle n'en était pas une puisqu'elle l'aidait. Ces mots m'ont glacé. Je la suppliais presque de rester où elle était. Je suivais les icônes des voitures de patrouille sur la carte. Chaque tic-tac résonnait fort. Puis les policiers sont arrivés sur place. Je l'ai informée. Elle m'a remercié et j'ai entendu un bruit de déplacement, puis plus rien. À la radio, l'agent a annoncé qu'un homme avait ouvert la porte, se présentant comme le propriétaire. Mon cœur a raté un battement. J'ai demandé qu'on vérifie s'il connaissait Eleanor Vance. Réponse négative. L'homme vivait là seul avec son fils.
J'ai répété à Eleanor ce que je venais d'entendre. Elle m'a répondu d'une voix confuse qu'elle était là, qu'elle voyait la voiture de patrouille depuis sa fenêtre. À la radio, l'officier confirmait que l'homme montrait ses papiers. Arthur Collins. J'ai demandé son historique. Il avait acheté la maison 3 ans plus tôt lors de la succession d'un certain Robert Vance. Un frisson immense m'a traversé. J'ai rappelé à Eleanor que son mari s'appelait Robert. Elle m'a répondu d'une voix éteinte que Robert était mort l'année dernière, pas 3 ans plus tôt, qu'elle était avec lui. Sa respiration se faisait rapide, paniquée. Malgré tout, le garçon restait la priorité. J'ai ordonné aux agents de vérifier son état. Collins affirmait que son fils Léo, 7 ans, dormait à l'étage. Il refusait qu'on le réveille. Les agents ont insisté. Un bruit de lutte a éclaté. Puis des pas précipités. Ils sont montés. Eleanor, au bout du fil, gémissait faiblement, perdue. Elle disait que les policiers entraient dans sa maison mais qu'ils ne la voyaient pas, qu'ils passaient à travers elle. Les agents ont atteint la chambre du fond. La porte était fermée. Ils l'ont forcée. À l'intérieur, ils ont trouvé l'enfant vivant, terrifié. Coincé dans l'armoire. Un immense soulagement m'a envahi. Léo était réel. Sauvé. Collins en difficulté grave. Mais Eleanor. Je lui ai dit qu'il l'avait trouvé. Elle a répété son prénom, comme pour s'assurer qu'il existait vraiment. Elle a dit qu'elle était dans le salon, qu'elle avait vu les policiers passer à travers elle. Sa voix s'est chargée d'une horreur lente. Si Arthur Collins avait acheté la maison 3 ans plus tôt, si Robert était mort, alors, quand était-elle morte, elle? Sa voix se dissolvait. Elle disait qu'elle ne sentait plus rien, qu'elle se refroidissait, qu'elle ne voyait plus la pièce clairement. Puis qu'il y avait du vent, beaucoup de vent. Et la ligne a coupé. J'ai rappelé. Ça a sonné. Puis une connexion. Mais pas de voix. Juste un souffle, un sifflement creux, comme le vent passant dans une fente ou sur le goulot d'une bouteille vide. Un son désolé. J'ai écouté 1 minute entière, le cœur battant. Puis j'ai raccroché. Les policiers s'occupaient de Collins et de Léo. L'enfant était sauf. C'était ce qui comptait. C'est ce que je me suis répété. J'ai vérifié le numéro dans notre système. Une ligne fixe, enregistrée à 1427 Hawthorne Lane depuis plus de 20 ans. Robert et Eleanor Vance. Probablement coupée après la succession. Mais elle avait appelé depuis ce numéro. Ou à travers lui. Dans mon rapport, j'ai noté l'appel, l'enfant en danger, le sauvetage. Rien sur l'impossible. Qui me croirait? On m'enverrait passer des tests psychologiques. Peut-être que je devrais y aller. Pourtant, je sais ce que j'ai entendu. Je sais combien sa peur était réelle. Et je sais que, quoi qu'elle fût, Eleanor a sauvé ce petit garçon. Elle a franchi la barrière, quelle qu'elle soit, et nous a obligés à écouter. Je travaille toujours la nuit. Les appels continuent. Mais désormais, quand il y a un silence étrange au bout du fil ou un murmure indéchiffrable, je ressens un frisson différent. Je pense à Eleanor Vance et au vent creux à l'autre bout de la ligne. Bonjour à tous. Je m'appelle Audrey Rohan, j'ai 42 ans. Depuis quelques années, 1 fois par mois, des corps identiques aux miens sont retrouvés mutilés dans la région. Et je ne parle pas de sosies ou de personnes modifiées pour me ressembler. Ce sont bien des clones. Il a fallu du temps pour que les gens comprennent ce qui se passait. Au début, on pensait que je faisais partie d'une paire de jumelles. Mais maintenant que le nombre de corps a atteint 72, cette théorie est évidemment absurde. Mes 2 parents sont décédés et je suis enfant unique. Au début, les restes étaient à peine reconnaissables, juste des sacs poubelles remplis de ce qui ressemblait à de la viande, cachés au fond des bois. Mais avec le temps, quelle que soit la chose qui fait cela, elle est devenue plus audacieuse et dépose désormais les corps dans les lieux publics que je fréquente.
Les autorités ont confirmé que les corps sont humains, mais beaucoup d'entre eux ont des organes vitaux manquants, généralement le cerveau ou les poumons, parfois même des membres entiers. On pense aussi que tous n'étaient pas morts, en supposant qu'ils aient jamais vraiment été vivants. La police enquête, mais l'avancée de l'affaire est au point mort. En dehors du fait que les corps continuent d'apparaître. Nous craignons qu'un jour l'un de ces corps soit réellement le mien. J'ai donc été obligé de subir une surveillance quotidienne et des contrôles de santé réguliers, en plus du harcèlement constant des médias qui veulent obtenir un nouveau scoop. Mais au lieu de laisser une bande de charognards sans scrupules profiter de ma situation, j'ai décidé d'informer les gens directement. N'hésitez pas à me poser vos questions. Il y a des règles dans toutes les familles. Ne laisse pas ta serviette mouillée par terre. Pas de télévision avant que les devoirs soient faits. Des choses normales. Dans ma famille, nous avions tout cela, plus une autre règle. Une règle absolue, non dite, imposée avec une finalité silencieuse et terrifiante, il est interdit d'entrer dans la chambre de papa et maman. Ce n'était pas juste une question de frapper avant d'entrer. La porte était toujours verrouillée. Je n'étais jamais, pour aucune raison, autorisé à entrer. Pas pour poser une question, pas pour récupérer un jouet égaré sous la porte. Cette chambre était une forteresse et, pour mes parents, j'étais un intrus. Et depuis que je m'en souvienne, je savais pourquoi je voulais y entrer. C'était à cause des coups. Ce n'était pas un bruit constant. C'était subtil. Un léger bruit sourd, rythmique, toc, 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 qu'on entendait qu'en se tenant dans le couloir, juste devant la porte. Cela venait de l'intérieur, du mur du fond de la pièce, celui qui donnait sur le vieux placard à linge. Je l'ai remarqué pour la première fois quand j'avais 6 ou 7 ans. Je pensais que c'était les tuyaux. Mais le son était trop régulier, trop intentionnel. La curiosité d'un enfant est une force puissante. À quelques reprises, j'ai trouvé la porte déverrouillée par erreur. Je m'y glissais en silence, la moquette épaisse étouffant mes pas. La chambre était toujours sombre, les rideaux lourds tirés. Elle sentait le parfum de lavande de ma mère et l'après-rasage au cèdre de mon père. C'était une chambre normale. Un grand lit, une commode, une haute armoire en bois massif contre le mur du fond. Et plus je m'en approchais, plus le son était net. Toc, toc, toc. Cela venait de derrière. De l'intérieur du mur. Je me faisais toujours attraper. C'était comme si ma mère avait un 6e sens. Je n'étais jamais là plus d'une minute avant d'entendre ses pas dans le couloir. Son visage ne montrait pas seulement de la colère. C'était une panique profonde, primitive, une terreur qui rendait ses traits durs et étranges. Les punitions étaient rapides et sévères. Plus de télévision, plus de sorties, privé d'amis pendant des semaines. Mon père se chargeait des sermons, sa voix basse et glaciale étant bien plus effrayante que des cris. Il y a des endroits dans cette maison qui sont à nous, et à nous seuls. Tu respecteras cela, ou tu finiras par ne plus rien respecter. Adolescent, j'ai essayé une autre approche. Je me suis dit qu'en les confrontant directement, j'obtiendrais une réponse. Un soir, à table, j'ai demandé « Pourquoi je ne peux pas rentrer dans votre chambre ?» Et c'est quoi ce bruit de coups que j'entends toujours ? Silence. Le cliquetis des couverts s'est arrêté. Mon père a lentement posé sa fourchette et m'a lancé un regard aussi dur et froid que du granit. Ma mère fixait son assiette, ses doigts blanchis par la pression sur son couteau. « Il n'y a pas de bruit, » a dit mon père, sa voix dangereusement calme. « Et tu vas arrêter. C'est la dernière fois que nous en parlons. Si tu en reparles ou si je découvre que tu as encore essayé d'entrer dans notre chambre, les conséquences seront au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Est-ce clair ? » J'ai compris. J'ai laissé tomber. Mais je n'ai jamais oublié. Le comportement de ma mère ne faisait qu'accentuer le mystère. C'était une bonne mère, aimant à sa manière distante. Elle travaillait, cuisinait, nettoyait. Mais tout son temps libre, elle le passait dans cette chambre. Elle disparaissait derrière cette porte verrouillée pendant des heures. Parfois,
Je collais mon oreille contre la porte pour écouter. Je n'entendais ni télévision, ni musique. Juste un silence lourd, parfois ponctué d'un léger fredonnement sans mélodie, ou du murmure de sa voix à quelqu'un qui ne répondait jamais. J'ai maintenant 21 ans. J'ai économisé assez d'argent grâce à mon petit boulot pour enfin avoir mon propre appartement, un minuscule logement de l'autre côté de la ville. Je pars. Et une pensée écrasante m'obsède depuis des semaines, c'est maintenant ou jamais. Je ne peux pas quitter cette maison sans savoir. Ce secret a été un troisième parent silencieux toute ma vie. Un fantôme à chaque repas, une ombre dans chaque couloir. Je dois faire la lumière avant de partir. J'ai annoncé à mon père que j'étais prêt à déménager. Il était soulagé. C'est le seul mot. Pas de tristesse, juste un épuisement mêlé de soulagement. Mes parents m'ont souhaité bonne chance, ont dit qu'ils étaient fiers de moi. Je lui ai demandé, une dernière fois, la voix tremblante, « Papa, avant que je parte. Dis-moi juste ce qu'il y a dans la chambre. » Son visage s'est immédiatement durci. Le masque du père fier est tombé, révélant le gardien froid et sévère du secret. « Ta nouvelle vie commence quand tu passes cette porte, » a-t-il dit. « Ce qui est dans cette maison fait partie de ton ancienne vie. Tu la laisseras derrière toi. Tu m'as compris ? Tu la laisseras derrière toi. » C'était sa dernière réponse. Et ma dernière motivation. J'ai passé ma dernière nuit à faire mes bagages, le cœur vide. Le lendemain matin, j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre leurs voitures quitter l'allée, l'une après l'autre, en route pour le travail. La maison était enfin à moi. Mon cœur battait comme un oiseau affolé dans ma poitrine. Je suis allé dans la cuisine, vers l'ancien pot à cookies en forme de cochon souriant. C'était là qu'ils gardaient toujours les clés de secours. J'ai fouillé à l'intérieur, mes doigts se refermant sur une clé en laiton glacé. La clé de leur chambre. Je me suis tenu devant la porte, la clé tremblante dans ma main. Elle a glissé dans la serrure avec un clic bien huilé. J'ai tourné, poussé la porte et suis entré. La chambre était exactement comme je m'en souvenais. Sombre, immobile, sentant la lavande et le cèdre. La grande armoire sombre se dressait comme un monolithe contre le mur du fond. Et plus je m'approchais, plus je l'entendais. Plus clair que jamais. C'était un rythme lent, faible mais régulier. Un son de chair contre du bois. Je me suis accroupi, posant mon oreille contre le plâtre froid du mur, juste à côté de l'armoire. Le son venait de là, de l'autre côté. Ma propre respiration emplissait mes oreilles. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être que j'avais besoin de me prouver que je n'étais pas fou. J'ai parlé au mur, la voix étranglée. Allô ? Il y a quelqu'un ? Les coups se sont arrêtés. Le silence qui a suivi était si absolu qu'il pesait sur mes tympans. J'ai attendu. Rien. J'étais sur le point de me relever, de me dire que c'était la maison qui craquait, quand un son est revenu à travers le mur. C'était une voix. Un souffle faible, sec, râpeux. Une voix féminine, étirée et fragile, comme un enregistrement sur des piles mourantes. Elle parlait par syllabes brisées. Tue-moi. J'ai reculé comme brûlé. Mon esprit refusait d'assimiler les mots. Me tuer ? J'avais du mal à entendre. Cela ne pouvait être que ça. Mais la voix est revenue, un peu plus forte, une supplication désespérée et griffante. Tue-moi s'il te plaît. C'était réel. Il y avait quelqu'un dans le mur. Un prisonnier. Mon esprit est allé dans un endroit sombre, imaginant mes parents en monstres, ayant enfermé quelqu'un. J'ai regardé l'armoire. Elle n'était pas juste contre le mur, elle bloquait clairement quelque chose. L'adrénaline m'a submergé. J'ai saisi les côtés de l'armoire lourde et tiré. Elle était vieille, en bois massif, et bougeait à peine. J'ai planté mes talons dans le sol et tiré de toutes mes forces, mes muscles criant de douleur. Elle a fini par glisser, grinçant et raclant sur le plancher, centimètre après centimètre. Derrière, là où il aurait dû y avoir un mur lisse, il y avait une porte.
C'était une petite porte en bois simple, peinte de la même couleur que les murs, conçue pour être invisible. Elle avait une poignée en laiton, mais pas de serrure. Elle n'était pas verrouillée, je pouvais entrer. Ma main tremblait lorsque je l'ai saisie. Elle était froide. Je l'ai tournée, tirée, et la porte s'est ouverte dans un grincement bas et lugubre, révélant une fente d'obscurité. J'ai poussé pour l'ouvrir complètement. L'espace derrière était minuscule, pas plus grand qu'un placard. Une pièce secrète, cachée. Elle était remplie des reliques d'une vie que je ne connaissais pas. De petites robes accrochées à un crochet. Un mobile poussiéreux aux animaux pastels délavés. Une pile d'albums photos. J'en ai pris un. Sur la couverture, de l'écriture de ma mère, notre ange. Je l'ai ouvert. Les photos montraient mes parents plus jeunes, plus heureux, le visage illuminé d'une joie que je ne leur avais jamais vue. Et dans leurs bras, ils tenaient un bébé aux cheveux sombres et aux yeux de mon père. Au centre de la petite pièce se trouvait un autel de fortune. Une table en bois couverte d'un linge blanc jauni par le temps. Autour, des dizaines de bougies, certaines neuves, d'autres réduites à des bouts de cire fondue. Et sur l'autel, posé sur un petit coussin de soie, je l'ai vu. C'était le bébé des photos. Mais ce n'était plus un bébé. C'était une chose. Son corps était petit, ratatiné, desséché. Momifié. Sa peau était du parchemin pâle et translucide tendu sur un squelette minuscule. Ses yeux étaient clos, sa bouche un petit au noir dans son visage flétri. C'était horrible, un minuscule cadavre préservé, exposé comme une relique sacrée. J'ai ressenti un besoin irrésistible de le toucher. Un appel, un lien à établir avec cette chose impossible et tragique. Ma main tremblait tandis que je posais du bout des doigts son front froid et sec. Et le monde a explosé. Des visions, des souvenirs, des images qui n'étaient pas les miens m'ont envahi avec la force d'un raz-de-marée. J'ai vu une chambre d'hôpital blanche et stérile. Ma mère, en larmes, le visage enfoui dans la poitrine de mon père. Un médecin, grave, disant « Je suis désolé. Nous n'avons rien pu faire. Votre fille est partie. » J'ai vu mes parents dans leur chambre, celle où je me tenais. Ils tenaient le petit corps sans vie, enveloppé dans une couverture d'hôpital. Mon père, le visage masqué par une douleur folle, dessinait un cercle à la craie rouge sur le sol. « On peut la ramener », murmurait-il comme une prière. Le livre le disait. On doit juste l'ancrer. Lui donner un réceptacle pour rester. Je les ai vus déposer le petit corps au centre du cercle, sur l'autel. Je les ai vus s'agenouiller, psalmodiant des mots dans une langue qui me faisait mal aux dents. Les bougies se sont éteintes et un froid glacial a rempli la pièce tandis que le corps minuscule tressaillait, une seule fois. Et je l'ai senti. Son esprit. Arraché à la paix de l'oubli et enfermé dans sa coquille morte et décaillée. J'ai ressenti sa confusion, sa terreur, sa souffrance éternelle. Une conscience, grandissant, apprenant, piégée dans une prison inerte de chair, incapable de bouger ou de parler, réduite à frapper, frapper, frapper contre le mur silencieux de leur chambre. Et au milieu de tout cela, j'ai entendu sa voix, un cri limpide et déchirant dans ma tête. « S'il te plaît, tue-moi. » J'ai arraché ma main, reculant, un sanglot étranglé m'échappant. J'ai compris. Mes parents n'étaient pas des monstres. Pas comme je l'avais cru. Ils étaient juste, brisés. Noyés dans un chagrin si profond qu'ils avaient commis une atrocité pour tenter d'y échapper. Ils n'avaient pas emprisonné un étranger. Ils avaient emprisonné leur propre fille. Ma sœur. Je savais ce que je devais faire. Il n'y avait pas d'autre choix. J'ai pris une vieille couverture douce au pied du lit, je suis revenu dans la pièce secrète et j'ai soigneusement, avec respect, enveloppé le petit corps momifié. Il était léger comme un fagot de feuilles sèches. Je l'ai mis dans mon sac, par-dessus mes vêtements. J'ai jeté un dernier regard à cette pièce triste et terrible, puis je suis parti. Je n'ai pas refermé la porte secrète. Je n'ai pas remis l'armoire. Je voulais qu'il sache.
J'ai laissé la clé sur la table de la cuisine, franchi la porte d'entrée et ne me suis pas retourné. Le trajet fut un brouillard. Les visions ne s'arrêtaient pas. Je sentais sa gratitude, une vague de soulagement pur et magnifique, mêlée à l'agonie de son long emprisonnement. Je sentais sa douleur, sa solitude, sa terreur. Et je sentais le chagrin écrasant de mes parents. J'ai conduit des heures, jusqu'à ce que la ville ne soit plus qu'un souvenir lointain, jusqu'à me retrouver sur une route déserte entourée de champs rouillés. J'ai trouvé ce que je cherchais, une casse abandonnée, désolée. Là, au milieu des montagnes de métal rouillé et de rêves brisés, j'ai construit un petit bûcher. J'ai déplié le corps de ma sœur une dernière fois, murmuré des excuses pour mes parents, pour mon ignorance, pour sa vie volée. Je l'ai posé sur le bûcher, arrosé d'essence et, d'un geste, j'ai craqué une allumette. Je l'ai libéré. J'ai regardé les flammes la consumeur. Et tandis que sa minuscule prison terrestre se réduisait en cendres, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la sœur que je n'avais jamais connue. J'ai pleuré pour les parents auxquels je ne pourrais jamais revenir. J'ai pleuré parce que j'avais fait le geste le plus miséricordieux qui soit et qu'il était aussi le plus monstrueux. Ils rentreront à la maison. Ils verront la porte ouverte. Ils sauront ce que j'ai fait. Ils me haïront. Ils me mépriseront d'avoir pris la seule chose qu'il leur restait d'elle, même si c'était une perversion de sa mémoire. J'ai libéré ma sœur mais j'ai détruit ma famille. Et je ne sais pas comment je suis censé vivre avec ça. Je n'ai jamais vraiment fait ça auparavant, mais c'est comme je l'ai écrit plus haut. Chaque nuit, ma femme sort discrètement du lit et regarde du porno. Il y a quelques jours, je l'ai confrontée à ce sujet, et maintenant je suis complètement perdu. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai 38 ans, et ma femme, Janet, en a 37. Elle est magnifique, avec de longs cheveux blonds et de jolis yeux bleus. Elle est l'amour de ma vie, ça a toujours été le cas, et nous sommes ensemble depuis que nous avons terminé le lycée. Nous sommes mariés depuis longtemps, un mariage long et heureux que je n'échangerai pour rien au monde. Nous avons toujours été fidèles, l'un comme l'autre. Elle a été mon pilier et ma sauveuse pendant toutes ces années. Dans l'ensemble, notre vie est assez ordinaire, comme on dit. Nous avons une jolie maison à la campagne, au milieu de nulle part. Nous travaillons dur la semaine, je dirige une entreprise de construction et elle gère la comptabilité. Nous vivons comme n'importe quel autre couple normal, du moins à ma connaissance. Nous formons une équipe et avons toujours été francs l'un envers l'autre. Nous sortons le vendredi soir et allons à l'église le dimanche. Nous n'avons, à ma connaissance, aucun ennemi. Une vie normale. Nous allons même à des concerts de Luc Bryan. Je ne sais pas pourquoi tout cela se produit. Je ne sais pas ce qui a pu provoquer ça. Je m'égare. Je ne sais pas quand ça a commencé, seulement quand j'ai commencé à le remarquer. Il y a environ une semaine, je l'ai vu quitter le lit pour la première fois et je n'y ai pas prêté attention. Tout le monde se lève la nuit. Pour aller aux toilettes, boire un verre d'eau, prendre un encas. C'est normal. Je n'avais aucune raison de penser le contraire. Je dors habituellement profondément, mais cette nuit-là je me suis réveillé. Je l'ai vu sortir du lit, enfiler ses pantoufles et quitter la chambre d'un pas engourdi comme je l'avais vu le faire des centaines de fois. J'ai regardé l'horloge de chevet, un peu après minuit, peut-être minuit 30. Peu importe. Je n'y ai pas pensé davantage et me suis rendormi. Comme je l'ai dit, nous dirigeons une entreprise de construction. Nous avons une maison à 2 niveaux, et nos ordinateurs sont côte à côte au sous-sol. Elle gère les appels, la paie, et il lui est déjà arrivé de se lever la nuit pour vérifier quelque chose qu'elle craignait d'avoir oublié. Moi je gère mes mails et mes devis, donc l'un de nous deux qui travaille tard n'a rien d'inhabituel. Mais le lendemain matin, quand je me suis levé, je l'ai trouvée assise à la table de la salle à manger, buvant son café en silence. Elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi. Je lui ai demandé ce qu'il se passait, et elle m'a répondu d'un geste vague qu'elle dormait mal. Elle est timide et têtue et ne me parle d'un problème que si c'est catastrophique. Je l'ai embrassée doucement sur la joue comme chaque matin avant d'aller travailler.
Elle a sursauté, puis s'est excusée en disant qu'elle était simplement fatiguée. Elle déteste quand je l'assaille de questions, alors j'ai laissé couler. Je sentais qu'il se passait quelque chose, mais j'ai ignoré mon instinct. La journée a été normale. Je suis rentré, nous avons dîné, regardé la télévision. Je suis allé me coucher tôt parce que je devais me lever avant l'aube. Elle est restée debout avec un verre de vin devant une émission de télé-réalité comme elle le fait parfois. Je l'ai embrassée et suis monté me coucher. Cette nuit-là encore, je me suis réveillé. J'ai vu Janet se lever, enfiler ses pantoufles et quitter la pièce dans la pénombre. Encore une fois, rien d'anormal, mais je me suis senti mal pour elle. Peut-être que c'était le stress et qu'elle était agitée. Je l'ai entendue descendre l'escalier vers le sous-sol. Pas de détour par la cuisine ou la salle de bain. Cette fois, je me suis levé doucement pour aller voir. Peut-être pourrais-je l'aider. J'ai mis mes pantoufles et j'ai avancé discrètement dans le couloir. Mais en arrivant sur le premier palier, je me suis figé. Elle était à l'ordinateur, assise comme d'habitude, les pieds repliés sous elle. Elle était dans le noir, seule la lumière du moniteur éclairait son visage. Sur l'écran, il y avait du porno. Du porno violent, du BDSM. Elle regardait en silence. J'étais choqué. Janet a toujours été pudique et cela semblait hors de caractère. Ce n'était pas grave en soi, juste surprenant. J'ai pensé aller lui parler, mais ça me paraissait intrusif. Tout le monde regarde du porno. Moi aussi. J'ai décidé de retourner me coucher sans qu'elle me voie et de lui laisser son intimité. Cela ne m'offensait pas, au contraire c'était presque excitant. Cela me donnait même des idées pour pimenter notre vie. Le lendemain matin, je l'ai retrouvée comme la veille, assise avec son café. Cette fois, elle avait l'air encore plus mal, les traits tirés. Je lui ai demandé si tout allait bien, si elle avait dormi. Elle m'a rassuré, mais elle semblait mentir. J'ai préféré ne rien dire. Le soir venu, nous avons dîné et regardé la télévision. Elle était épuisée. Pour briser la glace sans avouer que je l'avais vue, j'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une page Amazon avec des menottes en peluche et un bâillon rouge, une suggestion légère pour détendre l'atmosphère. À ma grande surprise, elle s'est mise en colère, presque hystérique. Elle a giflé mon téléphone et m'a traité de dégoûtant. Ses paroles m'ont blessé. Cette nuit-là, elle est repartie comme d'habitude. Je me suis levé et suis allé la voir à nouveau, silencieux dans l'escalier. Elle était assise dans le noir, fixant l'écran. Ce qu'elle regardait était encore plus violent. Elle ne bougeait pas, comme hypnotisée. Le matin suivant, elle avait l'air d'un fantôme. Les yeux creusés, nerveuse, distante. Je ne comprenais pas. Ce n'était que du porno, pas un crime. J'ai décidé de la confronter. Cette nuit-là, je suis resté éveillé exprès. Vers minuit, elle s'est levée et est descendue au sous-sol. Je l'ai suivie après quelques minutes. Elle était assise comme toujours, mais son corps cachait l'écran. Je me suis approché doucement. À mesure que j'avançais, j'ai entendu le son venant des haut-parleurs. Ce n'étaient pas des gémissements mais des cris de douleur, des hurlements. J'ai eu la chair de poule. Janet restait immobile, les yeux fixés sur l'écran invisible. Un nouveau cri strident a retenti et j'ai senti mon estomac se nouer. Je l'ai appelée doucement. Elle n'a pas bougé. Elle a seulement murmuré d'une voix presque inaudible, me glaçant le sang, « Aide-moi ». Je me suis précipité vers elle. Elle était comme pétrifiée. Quand j'ai enfin vu l'écran, j'ai été horrifié. Une vidéo montrait une femme nue, bâillonnée et couverte de sang, torturée par 3 hommes masqués. L'un tenait une batte, l'autre un marteau, le troisième des poings américains. La femme suppliait pour sa vie. Ses cheveux blonds étaient emmêlés de rouge. L'homme au marteau s'acharnait sur ses orteils. Janet pleurait sans bouger, répétant qu'elle ne pouvait pas détourner les yeux et qu'il fallait l'aider. J'ai essayé d'éteindre l'écran mais il ne répondait pas. J'ai cherché le cordon et tiré d'un coup sec.
L'écran s'est éteint. Janet s'est effondrée en sanglots. Cette nuit-là, nous avons appelé la police. Avec toutes les lumières allumées, j'ai serré Janet contre moi pour la réconforter. Elle répétait en sanglotant qu'elle se réveillait là-bas, que c'était toujours elle, qu'elle ne comprenait pas pourquoi. L'officier qui est venu a posé des questions auxquelles nous n'avions pas de réponse. Il semblait sceptique, presque agacé. Aucune trace du site, aucune vidéo dans l'historique. Il est reparti en disant de rappeler si cela se reproduisait. Les jours suivants, Janet a semblé aller mieux. Elle a recommencé à dormir normalement et à sourire. Tout semblait redevenu comme avant. Je ne lui dis pas que je me réveille la nuit. Je ne lui dis pas que je me retrouve assis à mon tour devant l'écran, regardant ces mêmes scènes. Parfois les armes changent. Parfois les blessures sont internes. Les hurlements ne la réveillent pas. Je reste et je regarde, prisonnier. Même si j'avais le choix, nous sommes une équipe, elle et moi. Au moins je sais qu'elle dort à nouveau paisiblement. Je ne sais pas d'où ça vient, ni comment c'est arrivé jusqu'à nous. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quoi faire. Que faire ? Je ne sais plus vers qui me tourner. Je ne peux pas en parler à ma mère, elle est déjà effondrée. Je ne peux pas en parler à mon père non plus, car il est la raison pour laquelle j'écris ceci. J'ai fait quelque chose, en pensant bien faire. Je croyais le sauver. Mais maintenant la maison est emplie d'un silence bien pire que les cris que j'aimerais entendre. Quand je croise le regard de mon père, je sais que j'ai commis une erreur terrible. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un me dise ce que je dois faire. Nous vivons dans une belle maison, le genre d'endroit où l'on s'installe pour fonder une famille. Un grand jardin, une clôture blanche, des massifs de fleurs dont ma mère s'occupe avec soin. C'était un lieu normal et heureux pour grandir. Jusqu'à l'arbre. Tout a commencé il y a environ 15 ans. J'avais 10 ans. Un jour, mon père est rentré du travail animé d'une énergie que je lui voyais rarement. C'était un homme discret, un homme correct, travaillant dans la logistique. Ses passions étaient modestes et bien définies. Il aimait le jardinage. C'était son échappatoire. Ce jour-là, il tenait un petit sachet de papier froissé. Il avait dans les mains une graine noire, noueuse, grosse comme un œuf de pigeon, étrangement lourde et marquée de motifs spiralés. Il l'avait achetée à un vieux vendeur ambulant en ville. Cet homme lui avait assuré qu'elle était spéciale, qu'elle deviendrait un arbre majestueux, un roi dans notre jardin, qu'elle étendrait son ombre sur la maison et nous protégerait. J'étais enfant, et je trouvais cela fascinant. Mon père était rationnel, mais il avait toujours quelque chose de poétique quand il parlait de ses plantes. Nous l'avons planté ensemble au centre du jardin. C'est un bon souvenir, l'un des derniers souvenirs purs que j'ai de lui. L'arbre a poussé. Et il a poussé vite. Plus vite que n'importe quel arbre n'aurait dû. En quelques années, il était déjà plus grand que moi. Mon père en était fou de joie. Il en prenait soin comme d'une divinité. Il avait construit une petite barrière en bois autour de son pied, non pour tenir les animaux à l'écart, mais plutôt pour délimiter un espace sacré. Personne d'autre n'avait le droit de l'arroser ni de l'élaguer, même si cela n'avait jamais semblé nécessaire. C'était son arbre. Pendant des années, ma mère et moi avons accepté cela. C'était le passe-temps de mon père, son refuge. Quand il était dehors, agenouillé près de l'arbre, c'était son moment à lui. Nous ne le dérangions pas, mais l'arbre continuait à grandir. Et à mesure qu'il grandissait, mon père changeait lui aussi. Au début, c'était subtil. Il passait de plus en plus de temps dehors. Il revenait dîner avec de la terre sous les ongles et un regard lointain et apaisé. Il parlait de l'arbre comme d'une présence vivante. Il disait qu'il se portait bien, qu'il avait apprécié la pluie. Nous nous contentions de sourire et d'acquiescer. Quand j'ai eu une vingtaine d'années, l'arbre était devenu un monstre. Personne n'en reconnaissait l'espèce. Son écorce était lisse, gris sombre presque noir, et ses feuilles d'un vert profond et cireux semblaient boire la lumière.
Il dominait notre maison de 2 étages et projetait une ombre vaste et lourde sur tout le jardin. C'est alors que nous avons compris que quelque chose n'allait pas. Le premier signe fut les autres plantes. Les roses de ma mère, son potager, les petites fleurs colorées qu'elle plantait chaque printemps, tout ce qui tombait sous l'ombre de l'arbre dépérissait et mourait. Le sol en dessous devenait gris et dur comme de la pierre. Puis vinrent les animaux. Les oiseaux cessèrent de nicher dans le jardin. Les écureuils disparurent. Même notre chien, un golden retriever, refusait d'y mettre les pattes. Il restait sur le pas de la porte, geignant, la queue entre les jambes, refusant de franchir l'ombre. Mais le pire changement eut lieu chez mon père. Son obsession devint totale. Il quitta son travail pour rester à la maison et s'occuper de l'arbre. Il passait ses journées du lever au coucher du soleil assis sur un banc qu'il avait installé sous les branches les plus denses. Parfois on le voyait depuis la fenêtre de la cuisine, la tête penchée comme s'il écoutait. Ses lèvres bougeaient parfois, et nous savions, avec une certitude qui nous glaçait, qu'il lui parlait. Ma mère et moi avons essayé de le raisonner. Nous l'avons supplié, imploré. Elle le priait de rentrer, de manger, lui disait qu'il avait l'air si maigre. Il secouait lentement la tête, avec ce sourire placide qui nous terrorisait. Il disait que l'ombre lui suffisait, qu'elle le réconfortait, et qu'elle pourrait nous réconforter aussi si nous acceptions de nous asseoir avec lui. Nous ne l'avons jamais fait. L'ombre n'était pas qu'un simple manque de lumière. Elle était froide, lourde, affamée. Se tenir à son bord, c'était comme se tenir au rivage d'un océan noir. On savait qu'il ne fallait pas y entrer. Les dernières semaines furent un point de rupture. Il ne rentrait plus que pour dormir quelques heures sur son fauteuil du salon. Il se consumait. Sa peau devenait cireuse, ses yeux enfoncés dans leurs orbites brillaient d'une lueur vide. Il se laissait dévorer. L'arbre l'avalait vivant et il se laissait faire. J'ai décidé d'agir. De le sauver. L'arbre devait disparaître. J'ai attendu la nuit. J'ai guetté depuis la fenêtre jusqu'à ce qu'il rentre enfin, à contre-cœur, pour s'effondrer dans son fauteuil et s'endormir d'un sommeil agité. La maison était silencieuse. Ma mère dormait à l'étage. C'était mon moment. J'ai pris la hache du garage. Mes mains étaient moites, mon cœur battait à tout rompre. Je suis sorti. Le jardin baignait dans la lumière pâle de la pleine lune, mais le sol sous l'arbre était d'un noir absolu. J'ai pénétré dans l'ombre. Le froid a été immédiat et brutal, un froid qui semblait drainer la chaleur de mes os. Je me suis approché du tronc. L'écorce lisse et noire était presque visqueuse, comme de la peau. J'ai levé la hache. Quand le métal a touché l'écorce, j'ai entendu un murmure à mon oreille, une voix à la fois masculine et féminine, vieille et jeune, un souffle de vent mêlé au bruissement des feuilles. Elle me disait de ne pas le faire. J'ai reculé, le cœur au bord de l'explosion. Le jardin était vide. C'était le vent. C'était ma peur. Cela devait l'être. Je me suis ressaisi et j'ai abattu la hache. Le son fut sourd et humide, pas le craquement attendu du bois. C'était comme frapper de la viande. La hache s'enfonça profondément. Un liquide sombre commença à suinter de la plaie. Je l'ai ignoré et j'ai frappé encore et encore. La sève noire coulait davantage. L'air s'emplit d'une odeur métallique et cuivrée. Une odeur que je connaissais et qui n'avait rien à faire ici. C'était l'odeur du sang. En touchant ce liquide poisseux, j'ai compris que c'en était vraiment. Du sang épais et noir. La panique m'a saisi, mais j'ai pensé à mon père, à son visage vacant. Je ne pouvais pas m'arrêter. Dans un dernier effort, j'ai élargi la plaie. L'arbre a gémi d'un son profond qui a fait vibrer le sol. Puis, dans un hurlement de matière qui se déchire, il est tombé, fracassant les pots de fleurs vides de ma mère. Le silence est retombé. L'ombre avait disparu. En éclairant le tronc à la lampe torche, j'ai vu que l'intérieur n'était pas du bois. C'était une masse fibreuse, rouge sombre, faite de muscles et de tendons pâles, enroulés autour d'un cœur central. Là où j'avais tranché,
j'avais aussi coupé quelque chose d'autre, le torse d'un être humain, intégré dans le tronc. Je distinguais la cage thoracique, la colonne, une chair pâle et préservée. Le sang noir coulait encore. J'étais figé, incapable de crier. Mon esprit s'était arrêté. Était-ce cela que mon père écoutait depuis toutes ces années? Une voix faible a dit derrière moi qu'il fallait brûler tout cela. Mon père se tenait sur la terrasse, fixant le tronc mutilé avec une tristesse abyssale. Son air vacant avait disparu, remplacé par une douleur qui semblait l'avoir brisé. Nous avons travaillé ensemble, en silence. Nous avons découpé les branches et le tronc, les avons entassés au centre du jardin. Mon père bougeait comme un vieil homme vidé de ses forces. Il ne regardait jamais le cœur de l'arbre. Nous avons tout aspergé d'essence et il a allumé l'allumette. Le feu a pris avec un rugissement, une fumée noire et grasse s'est élevée, sentant la chair brûlée et autre chose de profondément mauvais. Nous sommes restés là des heures, jusqu'à ce que l'arbre soit réduit à des braises et un cercle noirci sur la pelouse. Je croyais l'avoir sauvé. Mais je m'étais trompé. Cela fait une semaine. L'arbre est parti, l'ombre est partie. Mon père est revenu à l'intérieur et il mange ce que ma mère prépare. Il dort dans son lit et il est physiquement là, mais il n'est plus lui. L'obsession a disparu, mais avec elle le calme étrange qui l'habitait. Il est désormais traversé d'une angoisse sourde. Il arpente la maison, guette l'espace vide du jardin, sursaute au moindre bruit. Il n'a pas dit un mot depuis cette nuit. Il me regarde parfois avec ses yeux hantés et brisés, et j'ai l'impression d'être le monstre. J'ai détruit ce qui le consumait, et en le détruisant, je l'ai détruit lui aussi. J'ai échangé un zombie souriant contre un fantôme silencieux et terrorisé. Qu'était cette chose? Que ai-je fait? Comment puis-je ramener mon père de ce bord où je l'ai poussé? Si quelqu'un sait ce qui s'est passé, qu'il me le dise. Le silence dans cette maison devient chaque jour plus assourdissant. Je prenais un vol de nuit de Seattle à Chicago. C'était l'un de ces avions à moitié vides où personne ne parle, où tout semble étrangement silencieux et suspendu dans le temps. J'avais le siège 6B, côté couloir. En arrivant à ma rangée, j'ai remarqué que le siège 6A, près du hublot, était déjà occupé. Une femme d'une quarantaine d'années environ s'y trouvait. Elle portait un manteau gris simple, et sa peau, pâle au point de tirer sur le bleu, paraissait encore plus froide sous la lumière blafarde de la cabine. Elle fixait le hublot, sans cligner des yeux, immobile, comme pétrifiée. Je lui ai adressé un léger salut en m'asseyant, mais elle n'a pas bougé. Pas un regard, pas un signe qu'elle m'avait entendu. Elle restait tournée vers la nuit, figée dans une contemplation muette. J'ai pensé qu'elle dormait peut-être les yeux ouverts ou qu'elle faisait partie de ces voyageurs qui préfèrent rester seuls. L'avion a décollé. Les lumières se sont adoucies. J'ai lancé un film. Elle, de son côté, ne bougeait toujours pas. Elle n'a pas levé les yeux quand le chariot est passé, n'a rien pris à boire, n'a pas demandé de couverture. Elle demeurait là, droite, parfaitement immobile, les yeux grands ouverts sur le ciel. Vers le milieu du vol, nous avons traversé une zone de turbulence violente. Pas de simples secousses, mais de vrais soubresauts qui donnent la nausée. Tout le monde autour de moi s'est crispé, a agrippé les accoudoirs ou le siège de devant. Elle, en revanche, n'a pas réagi. Pas un clignement, pas un frémissement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Je me suis penché légèrement vers elle pour lui demander si tout allait bien. Elle a lentement tourné la tête vers moi. Ses mouvements semblaient lourds, comme si chaque geste lui demandait un effort considérable. Puis elle a souri. Ce n'était pas un sourire aimable ni apaisant, mais un rictus discret, tendu, comme si elle venait d'entendre quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. D'une voix presque imperceptible, elle a murmuré que c'était plus calme ici-haut. Je l'ai regardée, perplexe, et j'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a de nouveau tourné la tête vers le hublot et a répondu que tout était plus silencieux quand on n'était plus censé être ici. Je suis resté figé,
incapable de prononcer un mot. Au bout d'un moment, j'ai appuyé sur le bouton d'appel et fait signe à l'hôtesse de venir. Quand elle s'est penchée, j'ai chuchoté que la femme assise à côté de moi avait un comportement étrange et qu'elle venait de dire qu'elle n'avait plus sa place ici. L'hôtesse m'a regardé avec incompréhension avant de tourner les yeux vers le siège en question. Son visage s'est décomposé. Elle m'a répondu d'une voix basse qu'il n'y avait personne en Sissa. Je me suis tourné à mon tour. Le siège était vide. Plus de manteaux, plus de femmes. Rien. J'ai toujours eu une sorte de passion pour les petits boulots étranges. Quand j'étais adolescent, j'ai découvert Craigslist, et tout a un peu dérapé à partir de là. On ne croirait jamais le genre de choses qu'on peut trouver sur Internet, ni le genre de job qu'on peut décrocher sans avoir à remplir le moindre papier. La plupart du temps, les gens qui embauchent ne veulent pas être repérables par le gouvernement, ou alors ils sont simplement trop désespérés pour imposer la moindre formalité supplémentaire. C'est ainsi que j'ai rencontré Chelsea. C'était une histoire plutôt drôle, parfaite pour être racontée en soirée. Cela aurait été parfait aussi pour notre mariage, et pour le raconter à nos enfants. Cela aurait été, du moins. Nous nous étions rencontrés parce que nous avions tous les deux été engagés pour intervenir à l'anniversaire d'un gamin de 11 ans. Aucun de nous ne savait vraiment en quoi consistait le boulot quand nous avions accepté, ce qui aurait dû nous alerter, mais la promesse d'une belle paix suffisait à nous convaincre. En arrivant, Franck, un homme d'âge mûr à la barbe poivre et sel et qui sentait fortement le patchouli et la sauce marinara, nous informa que nous devions simuler une énorme dispute en plein milieu de la fête. Nous devions incarner un couple de voisins en pleine crise. On ne nous dit pas pourquoi, juste ce que nous devions faire. Je ne suis toujours pas sûr aujourd'hui du but de tout ça. J'étais hésitant. Je n'avais jamais été un grand acteur. Mais Chelsea, elle, se jeta dans le rôle sans hésiter. 2 heures plus tard, nous étions assis sur le trottoir, un pâté de maison plus loin. Elle tenait un sac de carottes surgelées contre mon arcade gonflée, et je tirais sur un joint en grimaçant, mes vêtements imbibés de chocolat collant à ma peau. Nous avions commencé à comparer nos expériences les plus étranges, nos boulots les plus fous, les pires choses que nous avions faites pour gagner quelques dollars. Nous étions d'accord sur un point, tout ce qui restait en dessous du délit grave était acceptable, mais nous recherchions surtout les missions bizarres, mais légales et sans danger. Chelsea avait une passion pour tout ça comme je n'en avais jamais vu chez personne. Elle faisait ça pour l'expérience, pas pour l'argent. C'était une chercheuse de sensations fortes. Je suis tombé amoureux d'elle très vite, comme si on m'avait asséné un coup sur la tête. Brutal et immédiat. Quelques mois plus tard, nous avons emménagé ensemble. Et le reste s'est enchaîné naturellement. Nous étions tombés dans une routine domestique agréable, elle me préparait du café le matin et m'embrassait sur le front quand je la rejoignais dans la cuisine. Nous faisions la cuisine à tour de rôle, la vaisselle aussi, et nous passions des heures à regarder des émissions de télé-réalité sur notre petit canapé juste assez grand pour deux. Nous parlions de l'avenir, d'un chien, de 2 enfants et d'un jardin. Tout se mettait en place. Nos amis respectifs nous aimaient bien, nos familles aussi. Ma mère devint un peu trop obsédée par l'idée d'avoir un petit enfant et je dus la supplier d'arrêter de poser des questions à Chelsea sur son cycle. Mais personne ne savait pour notre vie secrète, pour les jobs que nous faisions ensemble quand tout le monde rentrait chez soi. C'était juste pour nous, et c'était excitant, ce hobby secret que nous partagions. Le premier appel d'OM arriva un vendredi tranquille. Chelsea était à son poste de barista et moi je faisais du ménage avant un déjeuner avec mes parents, comme un vieux. J'avais l'habitude des appels anonymes, vu mes petits boulots, donc je ne fus pas surpris en voyant « numéro masqué » sur l'écran. Ce qui était différent, c'était le message automatique qui démarra dès que je décrochais. Une voix annonça que l'appel pouvait être enregistré à des fins d'assurance qualité et demanda que je donne mon nom complet et ma date de naissance. Je fronçai les sourcils et obtempérai. Après un bip, une voix d'homme non automatisée me demanda si je cherchais du travail. Quand Chelsea rentra, je l'attendais sur le canapé. Elle posa ses mains sur mon visage et m'embrassa sur le sommet du crâne.
Elle avait l'air épuisée mais raconta qu'elle avait reçu un message vocal très étrange. La suite nous mena à un entrepôt délabré de l'extérieur. Un homme silencieux, au volant d'une longue voiture noire, nous avait conduits là, répondant à nos questions par des monosyllabes. Chelsea et moi nous échangeons des regards, nous serrant la main tout le trajet. À notre arrivée, un homme grand et mince, aux cheveux noirs plaqués en arrière et à la tenue impeccable, nous accueillit avec un sourire poli. Il nous prit pour un couple marié. Chelsea, inhabituelle dans sa timidité, le corrigea en baissant les yeux. Il s'excusa, plaisanta et se présenta comme Malcolm Kessler, nous invitant à le suivre. À l'intérieur, l'endroit n'avait rien à voir avec l'extérieur, long couloir blanc, des professionnels en blouse de laboratoire, des gobelets de café et des dossiers à la main. Chelsea, impressionnée, demanda si c'était un hôpital. Kessler répondit par un sourire énigmatique. Il nous fit asseoir dans une pièce presque vide, avec une table et 4 chaises. Une femme y déposa une pile de documents avant de disparaître. Kessler expliqua lentement, nous étions à l'OEM, le bureau des méthodes renforcées. Il détailla calmement leur mission, tester des méthodes de torture, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut modifier. Il précisa qu'ils cherchaient des volontaires et qu'ils offraient une somme conséquente. Chelsea et moi nous regardions. Elle était intriguée. Moi, méfiant. Kessler posa alors la vraie question, pensions-nous au mariage, aux enfants, à l'avenir, à la retraite? Il parla des coûts d'un mariage, d'une lune de miel, de l'éducation d'enfants. Il avait un ton presque compatissant, ses mains sur les nôtres. Il promit que nous ne manquerions plus jamais d'argent. Il nous laissa seuls pour discuter. Je parcourus les papiers, accords de confidentialité, clauses de responsabilité, soins médicaux. C'était beaucoup d'argent. Mais quel genre de travail méritait une telle compensation? Chelsea triturait ses cheveux, inquiète, mais je savais qu'elle vibrait d'excitation. C'était exactement le genre de choses qu'elle aimait. Quand Kessler revint, je demandai quel type de torture il s'agissait. Il nous proposa de voir par nous-mêmes. On nous mena dans une autre salle, semblable mais équipée de caméras et de sièges avec des sangles. Kessler expliqua que rien ne nous endommagerait de façon permanente, que tout était volontaire et encadré. Un homme en blouse s'approcha avec une seringue. Il parla d'électrocution liquide juste avant d'injecter Chelsea. Son corps se raidit, ses yeux se figèrent, puis elle se mit à convulser et à hurler, un hurlement inhumain. J'étais paniqué. Puis ce fut mon tour, et je crus que mon corps prenait feu. Pourtant, l'effet passa vite. Nous reçûmes une liasse de billets et fûmes invités à réfléchir avant de revenir. Nous nous sentions presque vivants en sortant, malgré la douleur. Chelsea murmura, à l'extérieur, que c'était grisant. Mais plus le temps passait, plus ce travail devint une drogue. Nous y retournâmes chacun de notre côté, en secret. Nous encaissions les coups, les substances, les expériences, sans rien dire à l'autre, comme si nous avions honte. Finalement, je la surpris en rentrant tard, épuisée, comme moi. Nous décidâmes d'y retourner ensemble. Ce jour-là, Kessler proposa quelque chose de nouveau, de psychologique. Je craignais cette idée. Il insista sur la brièveté de l'expérience et sur la somme promise. Chelsea me lança un sourire rassurant. Nous nous assîmes côte à côte, reliés par un dispositif posé sur nos fronts. Cette fois, pas de sangle. Chelsea me fit une grimace pour me faire rire. Le docteur toucha son clavier et elle hurla. Un hurlement que je n'avais jamais entendu, plus qu'un cri, une déchirure de l'âme. Elle me broyait la main. Son visage ruisselait de larmes, ses yeux étaient morts. Je criais son nom. Je suppliais qu'on arrête. Enfin, j'arrachai le dispositif. Elle se tut, inerte. Kessler paraissait choqué. Les minutes qui suivirent furent un chaos. Des médecins l'emportèrent. Je restai seul, brisé. Quand Kessler revint, il m'annonça qu'elle allait bien et posa une enveloppe de 700 000 $ sur la table. Il nous demanda de ne jamais revenir. À l'extérieur,
Chelsea souriait comme si de rien n'était. Elle plaisanta sur le « rush ». Mais la nuit suivante, je l'entendis respirer étrangement, comme si son cœur battait hors de son corps. Ses yeux restaient parfois ouverts en dormant. Elle me parla un jour de ses rêves, l'intérieur de ses paupières ressemblait, disait-elle, à de la viande fraîche qui tressaute encore. Elle faisait semblant d'être normale, mais elle ne l'était plus. Tout chez elle sonnait faux. Puis un soir, je la vis dans l'obscurité, sa tête dépassant à peine d'un coin du couloir, ses yeux fixes. Elle se mit à hurler, des cris secs, bestiaux. Je sortis de la maison. Quand je levai les yeux, elle était à la fenêtre de notre chambre, se frappant la tête contre le verre. Les secours durent l'attacher. OEM avait disparu. Plus de numéros, plus d'entrepôts. Quand je la récupérai à l'hôpital, elle était redevenue normale, avec seulement des points de suture. Ce jour-là, je commençai à entendre sa voix m'appeler, comme si j'étais encore attaché dans la salle d'OM. Depuis, nous sommes à la maison. Elle dit que tout va bien. Je veux la croire. Mais j'ai peur de me réveiller à nouveau dans cette pièce. Et je sais que si cela arrivait, je n'en reviendrai pas cette fois. J'ai toujours voulu être mère. Je me souviens qu'en maternelle, on avait demandé à tous les enfants de dire ce qu'ils voulaient devenir plus tard. La plupart répondaient pompier, astronaute, médecin, vétérinaire pour chats, etc. Moi, j'avais répondu mère. Mon institutrice, mademoiselle Moss, m'avait dit que je pouvais être mère et faire un autre métier en même temps. Elle m'avait encouragé à choisir un autre rêve. Je n'avais aucune idée de quoi dire mais, parce que tous les autres enfants me fixaient, j'avais fini par prononcer le mot « enseignante ». Cela avait fait sourire mademoiselle Moss, mais moi, je m'étais senti coupable, parce que je savais que je venais de mentir. J'ai toujours détesté mentir aux gens. C'est pour cela que j'ai décidé de dire la vérité. Je le promets. J'ai toujours su que je deviendrais mère. Mais jamais je n'aurais pu imaginer avoir une fille comme Freja. À l'adolescence, j'ai eu mon premier petit ami sérieux, Jacques. J'avais commencé la contraception parce que je savais que c'était la chose responsable à faire. Logiquement, je savais que je n'étais pas prête à être mère, mais je ne pouvais pas empêcher ce sentiment de désespoir qui me submergeait à chaque pilule avalée. Émotionnellement, cela me semblait tellement contraire à moi-même, comme un mur dressé entre mon rêve le plus ancien et moi. Parfois, j'en pleurais. Ces sentiments étaient devenus plus intenses encore quand Jacques et moi avions décidé de nous marier. Je voulais fonder une famille immédiatement, mais Jacques voulait attendre la fin de l'université et que nous soyons bien installés dans nos carrières avant d'avoir des enfants. J'avais accepté que ce soit la chose logique à faire. Alors j'avais continué à avaler ces pilules en déversant mon désir dans des journaux intimes. J'y dressais des listes de prénoms et je rêvais de la personne que mon futur enfant deviendrait. Serait-il médecin? Journaliste d'investigation? Peut-être, comme moi, voudrait-il avant tout être parent. Je suivais des blogueuses, mamans, sur internet et mémorisais leurs astuces pour être prête à devenir la meilleure mère possible. En même temps, je me demandais si ma famille serait aussi parfaite que la leur. Mais je n'attendais pas la perfection. Tout ce que je voulais, c'était avoir un enfant heureux qui se sentirait aimé pour ce qu'il était. Je savais qu'importe qui viendrait, je l'aimerais jusqu'aux étoiles et au-delà. Je savais que je serais une bonne mère. Enfin, Jacques et moi étions prêts à fonder notre famille. Mais ce fut bien plus difficile que je ne l'avais imaginé. Beaucoup plus difficile. Les mois étaient devenus des années et chaque test négatif me frappait comme un coup de poing. Ça ne devenait jamais plus facile. Peut-être que le fait de continuer à suivre ces blogueuses parfaites et leur famille parfaite n'aidait pas. Alors, j'avais commencé à suivre celles qui parlaient de leurs difficultés de fertilité, des gens qui vivaient la même chose que moi. Cela m'avait encouragé à partager mon propre parcours. C'était un soulagement de savoir que je n'étais pas seul, que je faisais partie d'une communauté de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Chaque fois qu'une autre femme de ce groupe réussissait enfin, nous la félicitions avec joie mais, seul avec Jacques, je pleurais.
J'étais fatigué d'attendre mon tour. Je savais que Jacques souffrait aussi. Un jour, alors que je pleurais dans ses bras, il m'avait demandé si une vie à deux, sans enfant, serait si terrible. Mon silence avait suffi à nous faire comprendre la réponse. Jacques et moi avions décidé de consacrer toutes nos économies à une FIV. Le processus était dur, émotionnellement et physiquement, injection, échographie, attente, mais je trouvais tout cela normal et nécessaire. Et enfin, c'était arrivé. J'étais enceinte. Le monde retrouvait un sens. Jacques et moi étions sur un nuage. Avant que je sache ce qui m'attendait. Nous avions appris que j'attendais un garçon. Nous l'avions nommé Oliver. Mais lors d'une échographie de routine, tout avait basculé. Le silence du technicien et le regard grave du médecin nous avaient dit ce que nous ne voulions pas entendre. Les nuages blancs sur lesquels je marchais s'étaient changés en nuages d'orage qui ne m'avaient plus quitté du reste de la grossesse. Nous savions que notre fils ne vivrait pas longtemps après sa naissance. Au final, nous n'avions eu qu'une seule journée avec notre parfait petit garçon. Je l'avais aimé jusqu'aux étoiles et au-delà. J'aurais tellement voulu pouvoir faire plus pour lui donner du temps. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme une mère qui avait échoué. Les jours, les semaines, les mois suivants étaient passés dans un brouillard de chagrin si lourd que je ne savais pas comment nous allions survivre. La chambre d'enfant que nous avions préparée avec joie ressemblait à une mauvaise blague. Le silence était assourdissant et tout bruit sonnait faux. J'aimerais dire que notre relation s'était renforcée dans ce deuil partagé, mais ce n'était pas le cas. Je voulais retenter un bébé. Je pensais que cela nous aiderait à sortir de l'obscurité. Mais Jacques disait qu'il n'était pas prêt. Qu'il fallait reconstruire nos économies. J'avais fini par comprendre qu'en réalité, il avait surtout peur d'avoir un autre enfant malade. Jacques avait pris un sac pour aller à l'hôtel une nuit. Il avait dit qu'il avait besoin d'espace. Il n'était jamais revenu. Dans tout cela, je m'étais retrouvé de nouveau en ligne, à raconter mon histoire. Les messages d'amour et de douleur partagés affluaient. Je m'y accrochais comme à des bouées de sauvetage. J'étais au point le plus sombre de ma vie. Pour aggraver les choses, je ne pouvais plus payer l'hypothèque et j'avais dû mettre la maison en vente. Je partageais tout cela avec mes abonnés. C'est sans doute ainsi que l'Institut New Genesis m'avait trouvé. Peut-être que la docteure avait lu personnellement mes publications. Ou peut-être qu'un algorithme l'avait fait pour elle, en cherchant une femme désespérée prête à tout pour un enfant. Je ne sais pas comment ils m'ont trouvé, mais je sais que Freja n'existerait pas sans eux. Un dimanche matin, j'avais reçu un mail d'invitation à participer à un programme exclusif dans cette clinique privée spécialisée en fertilité et en santé préventive. Après vérification, tout semblait légitime. La docteure Evelyn Hatt, milliardaire philanthrope, en était la fondatrice. Il y avait très peu de photos d'elle, mais son nom figurait sur de nombreux articles scientifiques. Elle semblait impressionnante. Je m'étais senti excité et pleine d'espoir pour la première fois depuis longtemps. Mon cœur battait fort. J'avais signé l'accord de confidentialité sans hésiter et j'avais accepté l'invitation. Le mail suivant détaillait tout, un chauffeur viendrait me chercher le 1er mars et je prendrais un avion pour l'île privée de l'Institut. Sur les photos, cela ressemblait plus à un resort qu'à une clinique. Je m'étais laissé porter par cette impression de gagner à la loterie. Le 1er mars, la voiture était arrivée pile à l'heure. L'avion était petit. Avec moi, 2 autres femmes, Claire et Maria, participant elles aussi. Elles avaient des histoires similaires à la mienne. Nous étions toutes pleines d'espoir. L'île était splendide. Un membre du personnel, Lark, nous avait accueillis chaleureusement. La docteure était venue nous souhaiter la bienvenue, charismatique et mesurée. Elle avait dit que nous avions fait le bon choix et qu'on prendrait soin de nous. Nous étions 20. Avant de commencer le traitement, nous suivions des séances de groupe où nous racontions nos histoires, nos espoirs et nos peurs. Nous étions toutes célibataires, avions toutes perdu quelqu'un, et avions toutes ce rêve apparemment impossible d'être mères. Quand enfin le jour du traitement était arrivé, nous n'étions plus que 14.
On nous avait dit que certaines avaient été jugées incompatibles. La docteure avait alors décrit son procédé, une combinaison de FIV et d'optimisation génétique avancée pour offrir aux enfants la meilleure base biologique possible. Chacune de nous était restée. Nous voulions toutes ramener notre bébé à la maison. Le traitement ressemblait au meilleur des séjours. Nous étions choyés, nourris, massés, accompagnés. Nous tombions enceintes rapidement. J'apprenais que j'aurais une fille. Je l'avais nommée Freja. Je l'aimais déjà. Un soir sur la plage, Claire m'avait confié ses doutes. Elle trouvait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans tout cela. Je l'avais rassurée, même si, au fond, une petite voix me disait que je mentais. Le lendemain, Claire avait retrouvé son sourire. On nous avait annoncé que, pour notre sécurité et celle des bébés, il valait mieux accoucher un peu plus tôt par césarienne. Claire devait passer la première, moi la dernière. Le jour de l'accouchement de Claire, j'étais trop nerveuse pour rester tranquille. Je m'étais promené jusqu'au mur qui séparait la partie nord de l'île. On nous avait parlé de falaises dangereuses, mais en grimpant dans un arbre, j'avais aperçu un cimetière, rangée après rangée de tombes identiques. La docteure m'avait rejointe. Elle avait expliqué qu'il s'agissait d'un cimetière pour les pertes tragiques liées à leur recherche. Elle avait dit que je ne devais pas avoir peur, que ma fille serait parfaite. Je m'étais évanoui. À mon réveil, j'étais en douleur, et mon ventre était plat. On m'avait dit que j'avais accouché et que tout allait bien. Une infirmière m'avait amené Freja. Elle me ressemblait à moi et à Oliver, mais en plus grande, plus forte, les yeux grands ouverts. Quand j'avais demandé à l'allaiter, la docteure m'avait dit que ce n'était pas une bonne idée. Elle avait soulevé la lèvre de Freja, révélant une rangée de dents pointues. Puis elle avait entaillé sa jambe d'un scalpel. La plaie s'était refermée aussitôt. La docteure m'avait dit que ma fille ne serait jamais malade ni blessée. Qu'elle était parfaite. Je l'avais serrée contre moi en murmurant que je l'aimais jusqu'aux étoiles et au-delà. La première année sur l'île avait été un rêve. Freja grandissait vite, marchait tôt, parlait avec une clarté troublante. Ses yeux semblaient comprendre plus qu'ils ne le devraient. Claire, elle aussi, voyait son fils Kian se développer avec étonnement. Puis l'Institut nous avait installés dans de beaux appartements. La vie avec Freja semblait normale et heureuse. Mais, vers ses 15 ans, elle avait commencé à changer. Son appétit pour la viande était devenu obsessionnel. Un jour, je l'avais surprise à lécher un steak cru. L'Institut avait dit qu'elle avait besoin de plus de fer. Kian, de son côté, devenait violent à l'école. Il avait fini par être placé dans un internat privé de l'Institut. Claire m'avait confié qu'elle en avait peur. Puis un soir, j'avais fait un cauchemar. En me réveillant, j'avais constaté que Freja n'était pas dans sa chambre. Je l'avais trouvée sortant de l'appartement de notre voisin, du sang à la bouche. À l'intérieur, le corps mutilé. Freja m'avait dit qu'elle avait eu faim, qu'elle n'avait pas voulu tuer. Le noir m'avait envahi. Quand j'avais repris conscience, le personnel de l'Institut était déjà là. Ils avaient dit qu'ils s'occuperaient de tout et qu'elle avait besoin d'un suivi spécial, qu'elle rejoindrait l'internat. J'avais serré ma fille une dernière fois, en lui disant que je l'aimais, avant qu'il ne l'emmène. Au début, j'avais des nouvelles. Puis de moins en moins. Puis plus rien. 2 ans sans voir Freja. Puis le scandale avait éclaté. L'Arc, survivante de l'Institut, avait diffusé les images de ce qu'on appelait désormais le massacre. On y voyait les enfants Genesis, devenus de jeunes adultes, déchiqueter le personnel. On y voyait Kian, menant le groupe. Et Freja, parmi eux. Kian, face à la caméra, déclarait que l'humanité avait eu son temps et qu'ils étaient l'avenir. Ils quittaient l'île sur des bateaux. Depuis, les attaques se multipliaient. Les Genesis chassaient, disparaissaient, réapparaissaient ailleurs. Personne ne sait où ils se cachent. Moi, je passe mes jours et mes nuits à chercher des signes de Freja. Je suis terrifié. Mais je l'aime encore. Je ne peux pas cesser de l'aimer.
Quand j'ai vu les images, j'ai, comme tout le monde, fermé ma porte à clé. Puis je l'ai rouverte. Parce qu'au fond, je veux que ma fille revienne. Je vous ai dit que je voulais dire la vérité. Ma fille est introuvable et je veux la retrouver. Je veux la serrer dans mes bras et la protéger. Je l'aime jusqu'aux étoiles et au-delà. Je veux qu'elle soit heureuse. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. C'est ce que fait une bonne mère, non? Et je vais être complètement honnête avec vous maintenant, parce que je déteste mentir. Je ne sais pas jusqu'où j'irai pour qu'elle soit heureuse. Mais je veux que les bonnes personnes ne soient pas blessées, tuées, dévorées. Pas quand il y a de mauvaises personnes dehors. Si ma fille a besoin de viande, de sang, il n'y a pas de raison qu'elle se nourrisse de bonnes personnes. Je ne veux pas que vous soyez mangés. Je vous le promets. Parce que vous êtes de bonnes personnes, n'est-ce pas? Je sais que vous l'êtes. Ma fille est introuvable. Mais je ne veux pas que vous la trouviez. Je peux lui trouver une nourriture plus appropriée, je le promets. Je travaille sur des cargos, effectuant de longues traversées à travers les étendues vides de l'océan. C'est d'ordinaire monotone, avec le bleu infini, le grondement régulier des moteurs et la routine qui s'étire. Mais ce dernier voyage était différent. Tout a commencé environ 10 jours après notre départ du port, quelque part dans le Pacifique. J'étais de quart tard dans la nuit, seul avec les étoiles et le sifflement de l'étrave fendant l'eau. C'est à ce moment-là que je l'ai aperçu pour la première fois. Une agitation dans l'obscurité, sur bâbord, trop vaste pour être un groupe de dauphins, trop régulière pour une simple vague. Puis un panache de brume a jailli, brièvement illuminé par les feux du pont. Une baleine. Rien d'extraordinaire, en soi. Mais celle-ci était immense. Et elle était proche. Le lendemain matin, elle était toujours là, suivant notre allure. D'autres membres de l'équipage l'ont remarqué. Le Bosco, un vieux marin tanné par la mer, l'a observé à travers ses jumelles. Il a murmuré que c'était probablement une baleine à bosse, un grand mâle isolé, peut-être perdu de son groupe. Mais quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement sa taille, bien qu'elle fût énorme, presque aussi longue que certains de nos plus petits navires auxiliaires. C'était son dos, couvert d'un enchevêtrement de cicatrices. Pas de simples marques superficielles, mais d'énormes entailles, certaines anciennes et blanchâtres, d'autres récentes, d'un rose vif et irrité. Des sillons profonds, comme arrachés, et des creux circulaires, pareils à des plaies béantes. On aurait dit qu'elle avait survécu à une guerre. Et elle était seule. Les baleines à bosse sont des animaux grégaires, mais celle-ci dérivait, solitaire, dans l'immensité vide. Surtout, elle nous suivait. Pas dans la même direction par hasard, non. Elle maintenait sa position, à quelques centaines de mètres de notre flanc gauche, et chaque fois que nous changions légèrement de cap, elle ajustait sa trajectoire pour rester à nos côtés. Cela a duré toute la journée. Certains marins trouvaient ça amusant, un peu de distraction au milieu de la monotonie. Moi, je trouvais ça inquiétant. Il y avait une intelligence dans sa manière de se mouvoir, dans ces instants où elle roulait légèrement sur le côté, laissant apparaître un œil immense et sombre, qui semblait nous observer. Le deuxième jour, rien n'avait changé. La baleine demeurait là, silencieuse, constante. La curiosité des hommes s'était éteinte. Désormais, sa présence était pesante, comme une ombre. J'avais pris l'habitude de la surveiller pendant mes heures libres. Une étrange fascination s'était emparée de moi. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle essayait de signifier quelque chose. Les cicatrices sur son dos me hantaient. Qu'est-ce qui pouvait infliger de telles blessures à un être aussi colossal? L'hélice d'un paquebot? L'attaque d'orques, mais d'une ampleur dont je n'avais jamais entendu parler? Vers la fin du deuxième jour, un incident survint. Le navire commença à perdre un peu de vitesse. D'abord à peine perceptible, puis plus nette. Le chef mécanicien, nerveux comme à son habitude, descendit dans la salle des machines et y resta des heures. On nous annonça ensuite qu'un problème touchait un arbre d'hélice ou une conduite de carburant.
Rien de grave, paraît-il, mais nous devrions avancer à vitesse réduite le temps de la réparation. C'est alors que la baleine changea de comportement. Le soir tombait, la mer prenait cette teinte violacée et profonde qui précède la nuit. J'étais appuyé au bastingage, observant le large. Le sillage s'était affaibli. Soudain, la baleine accéléra brusquement, se rapprochant à une vitesse effrayante. Elle plongea, puis reparut à une vingtaine de mètres du flanc du navire. Et elle nous heurta. Le bruit résonna comme une explosion étouffée, un choc sourd qui fit vibrer toute la coque. Le métal gémit. Je perdis l'équilibre et m'agrippai à la rambarde. Sur la passerelle, quelqu'un cria. La baleine émergea de nouveau, son dos lacéré brillant à la lumière, puis, d'un puissant battement de queue, elle frappa encore le navire. Le grondement fit trembler les planchers. Les alarmes retentirent. Le capitaine hurla des ordres depuis la passerelle. L'animal revint une troisième fois. Cette fois, il ne s'agissait plus d'une curiosité. C'était une attaque. Chacun sentit la peur s'installer. Si elle frappait au mauvais endroit, elle pouvait endommager la coque, voire l'éventrer. Certains marins s'armèrent d'outils, d'autres de gaffes. Le Bosco tira une fusée éclairante au-dessus de l'eau, sans effet. La baleine se prépara à une nouvelle charge. Quelqu'un réclama des fusils. Je ressentis un nœud glacé dans mon ventre. Tirer sur une baleine ? L'idée me paraissait monstrueuse. Mais elle frappait un navire d'acier avec une violence capable de nous faire sombrer. Avant que quiconque ne tire, la créature plongea profondément, disparaissant dans l'obscurité. Nous attendîmes, tendus, de longues minutes. Rien. La capitaine ordonna une inspection. Étonnamment, à part quelques plaques bosselées au-dessus de la ligne de flottaison, le navire n'avait presque rien. Pourtant, une angoisse s'était installée. Pourquoi un tel comportement ? Maladie ? Folie ? Plus tard, le vieux marin qui m'accompagnait murmura que les animaux sentent la faiblesse. Selon lui, le navire blessé, ralenti, attirait peut-être la curiosité ou la pitié. Je rétorquai qu'une baleine à fanon se nourrit de krill, pas de proie. Il haussa simplement les épaules. Dans l'océan, dit-il, tout est possible. La panne persistait. Chaque craquement du métal faisait sursauter l'équipage. On ne revit pas la baleine cette nuit-là, ou du moins c'est ce que nous pensions. Mon quart suivant débuta au milieu de la nuit. Le pont était silencieux, la mer lisse et noire sous les étoiles. J'étais nerveux, scrutant l'eau. Puis une ondulation apparut, suivie d'un éclat humide. La baleine. Revenue. Elle nageait tout près. Je pris ma radio, prêt à prévenir la passerelle, mais je m'arrêtai. Elle ne chargeait pas. Elle glissait lentement à nos côtés, émettant un long gémissement grave, un son qui semblait résonner dans mes os plus que dans mes oreilles. C'était un cri douloureux, presque humain. Puis elle toucha doucement la coque. Pas un choc, non, un frôlement. Comme si un chat gigantesque venait se frotter contre une jambe. Elle recommença, encore et encore, par petites secousses régulières. Elle me regardait. J'en étais certain. Un œil immense et noir m'observait, et dans ce regard, il y avait quelque chose de désespéré. Je ne signalais rien. Je restais là, à la contempler. Elle continua ainsi presque une heure. Puis, lorsqu'un autre membre de l'équipage apparut sur le pont, elle disparut dans les profondeurs, sans un bruit, comme si elle n'avait voulu être vue que de moi. Le lendemain, elle répéta ce comportement. Discrète quand il y avait du monde, mais toujours présente quand j'étais seul. Les marins parlaient de la tuer. Le capitaine hésitait, conscient des lois, mais surtout animé d'un respect ancien pour la mer. Les armes restèrent prêtes. Quant à moi, je sentais grandir une étrange compassion. Ces cicatrices, ces plaintes nocturnes, cela ne ressemblait pas à de l'agressivité, mais à une supplique. Peut-être un avertissement. Les blessures, si profondes, semblaient provenir d'un ennemi d'une nature inimaginable. Certaines marques ressemblaient à des morsures aux dents énormes,
d'autres à des suçons monstrueux entourés de chair arrachée. Le matin du 3e jour, je prenais mon quart à l'aube. La mer était d'un calme inquiétant, d'un gris métallique. La baleine était toujours là, fidèle ombre au flanc du navire. Soudain, elle s'agita, se cambra, souleva sa queue dans un geste puissant, puis plongea d'un mouvement précipité. Quelque chose l'avait effrayée. Derrière nous, loin dans notre sillage, la surface de l'eau s'agitait. D'abord un remous indistinct, puis une forme noire avançant à une vitesse effroyable. Ce n'était pas un navire, ni une baleine. C'était autre chose. Sa peau sombre luisait, parcourue de crêtes et d'excroissances. Sur son dos s'élevaient 2 structures énormes, semblables à des ailes. Pas des nageoires. Des ailes de chair nue, membraneuses, repliées le long de son corps. L'être fendait l'eau avec une aisance terrifiante, se rapprochant de l'endroit où la baleine avait disparu. Puis il plongea, sans un bruit, avalé par les flots. Le silence retomba. Une minute passa. Puis la mer changea de couleur. Une teinte rouge sombre se répandit à la surface, s'élargissant rapidement. Le sang. Le sang de la baleine. Je sentis la nausée m'envahir. Elle n'avait jamais voulu nous attaquer. Elle fuyait. Elle cherchait refuge auprès de nous, cherchant à nous prévenir. Ses coups contre la coque n'étaient pas des assauts, mais des tentatives désespérées pour nous faire avancer, pour nous sauver. La nappe de sang s'étendait, sinistre et calme. Et alors que je restais figé, quelque chose remonta lentement à la surface. Un dos noir, des crêtes, puis ses ailes hideuses. Enfin, une tête, ou du moins ce qui semblait en être une. Pas Dieu. Seulement une bouche, béante, circulaire, bordée de centaines de dents longues et fines, orientée vers l'intérieur, comme un puits de lame. La chair autour de cette gueule était pâle, visqueuse, translucide, comme celle d'un être qui n'a jamais vu la lumière. La chose émergea davantage, soutenue par le lent mouvement de ses ailes, et tourna vers nous. J'eus la certitude absolue qu'elle me fixait. Sans yeux, mais consciente. Sa présence seule gelait le sang. Ce n'était ni la haine ni la curiosité que je ressentais, mais une froide évaluation, celle d'un prédateur qui jauge sa proie. Je ne respirais plus. Puis la voix du chef mécanicien me tira de ma stupeur. Il venait d'arriver à mes côtés, livide, incapable de détacher son regard de la scène. Il murmura une prière étouffée. La créature, indifférente, demeura encore un instant, puis s'enfonça lentement sous la surface, sa gueule garnie de dents disparaissant la dernière. La capitaine, pétrifiée, ordonna aussitôt de pousser les moteurs à fond. Miraculeusement, la machine répondit. Le navire retrouva une vitesse qu'il n'avait pas eue depuis des jours. Personne ne parla. Nous quittâmes cette mer teintée de rouge dans un silence de tombe. Ce n'est qu'alors que la vérité s'imposa pleinement. La baleine n'était pas un agresseur. Elle fuyait son bourreau, et dans sa panique, elle avait cherché notre aide. Elle avait compris que notre ralentissement attirait le monstre. Ses coups violents contre la coque n'étaient que des cris de détresse, des supplications pour que nous accélérions. Nous avons atteint le port plusieurs jours plus tard. Le rapport officiel mentionnait un « phénomène marin agressif non identifié » et la perte d'une baleine. Mais comment décrire ce que nous avions vu? Qui nous croirait? Je n'ai plus jamais repris la mer depuis. Je ne crois pas que j'en sois encore capable. Toute ma vie, on m'avait dit que j'étais né aveugle. Mes parents me décrivaient le monde, les couleurs que je ne verrais jamais, les ombres que je ne connaîtrais pas. J'avais appris à reconnaître les choses au toucher, à en mémoriser la texture, jusqu'à pouvoir construire dans mon esprit une image du monde. Mais je ne voyais pas. Je comprenais, et j'acceptais. Jusqu'à la nuit dernière. Je me suis réveillé dans un silence étrange, pas celui qui m'était familier et rassurant, mais un silence lourd, presque conscient, comme s'il voulait qu'on le remarque. Assise sur mon lit, immobile, désorienté, j'ai soudain compris que je pouvais voir ma chambre. Tout était terne, sans couleur, mais d'une netteté troublante.
Le papier peint portait un motif de fine liane. Mon vieux nounours reposait sur le fauteuil à bascule près de la porte. La panique s'est insinuée lentement en moi, comme de l'eau glacée s'infiltrant dans une botte. Je me suis précipité vers le miroir. Je ne l'avais jamais utilisé, mais je savais où il se trouvait. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai touché. Dans le reflet, il y avait une silhouette, moi, mais avec des yeux creux et sombres, comme arrachés. Des yeux qui n'auraient jamais dû voir. C'est alors que j'ai entendu frapper. 3 petits coups contre la fenêtre. Celle-ci se trouve pourtant au 2e étage, sans balcon, sans arbre à proximité. Je me suis tourné. Derrière la vitre embuée, quelque chose se mouvait, flou et indéfini, suspendu dans l'air. Ce n'était pas un geste d'appel, ni même un signe d'avertissement, mais une invitation silencieuse. Une voix a alors résonné, faible mais insistante, s'insinuant dans mon esprit. Elle murmurait que je n'aurais jamais dû voir, que mes yeux étaient restés fermés pour une raison. Le monde autour de moi s'est mis à vibrer, à clignoter comme une vieille pellicule de film qui se décompose. Ce n'était plus seulement ma chambre, je voyais trop de choses. Des fissures dans les murs, des symboles étranges gravés sous le tapis, des formes qui dépassaient les limites de toute perception normale. Dans les coins, des créatures tissées d'une matière noire et mouvante semblaient m'observer. J'ai fermé les yeux très fort, mais je voyais encore. Quelque chose n'allait pas. J'ai entendu la voix de ma mère m'appeler doucement, avec la tendresse habituelle. Je me suis retourné et j'ai hurlé en voyant ceux qui venaient de me poser cette question si familière. On m'avait dit que j'étais né aveugle. Mais les mensonges sont parfois bienveillants. Car voir ne l'est pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.